Bonjour, bonsoir chers compatriotes, merci de nous accorder votre confiance. Eh bien, je suis Fabien Nvar, Kuswanika, Wabuka Kabakata, Kapungwa Mundedi, Mianamia Kongungunga, Kuputu. Je suis ici dans le cadre de votre émission En toute vérité. Je reçois pour vous aujourd'hui le professeur Patience Kabamba. Il est donc professeur à l'université Utah Valley. Nous sommes là aux États-Unis. Vous êtes donc branché sur www.changu.com. Monsieur Kabamba, bonjour. Bonjour Fabien. Alors, vous venez des États-Unis, je le disais. Les États-Unis sont à la une de l'actualité en ce qui concerne la République démocratique du Congo, surtout quand on sait que les sanctions tant annoncées ont commencé à tomber. Et le premier, c'était le général Célestin Kanyama. Alors, vous, comment vous analysez cette situation? Bon, les sanctions, c'est dans le cadre des pressions internationales pour aider les Congolais à respecter leur propre constitution et surtout à respecter les droits de l'homme. Ça, c'est un avertissement pour dire que même si on a des responsabilités d'ordre, l'ordre ne signifie pas punir, tuer. C'est un avertissement pour dire que vous ne rétablissez pas l'ordre en bafouant les droits humains. Et ça, c'est le grand avertissement que les États-Unis veulent donner à la République démocratique du Congo. Alors, je disais, vous venez des États-Unis, certainement que vous avez une idée de us et coutumes, comment ça se passe en pareilles circonstances. D'autres disent que finalement, Kanyama n'a pas d'avoir aux États-Unis, ça n'a pas de sens. Voilà, mais comment expliquer quelqu'un qui n'a pas quelque chose aux États-Unis et que qu'on dise on gèle ses avoirs? Il n'y a pas là un vrai problème? Oui, le problème avec les États-Unis, c'est qu'ils ont une mémoire très très longue. Vous rappelez que le nom de Mandela a été retiré de la liste des terroristes seulement des années, je crois après 30 ans ou 40 ans après. Donc, le nom de Kanyama sera sur la liste noire des États-Unis. Ça peut durer 50, 60 ans. Et même ses enfants, ses arrière-petits-enfants porteront ses conséquences. C'est ça l'élément fondamental. Absolument. Les États-Unis ont une mémoire très, très, très longue. Donc cela veut dire, en termes clairs, que même si ils ne sont pas au pouvoir, et peut-être qu'il n'a plus, admettons, blanchi, hein, prenons ça comme ça, peut-être par un tribunal, mais tant que son nom n'est pas levé aux États-Unis, il ne pourra pas commercer avec les États-Unis, il ne pourra pas avoir des contacts avec les États-Unis. Exactement, exactement. Donc il ne pourra pas se rendre aux États-Unis. Une fois qu'on va taper son nom, il y aura une alerte rouge pour dire que celui-là est marqué, quoi. Et ça peut rester à vie et ça peut suivre vos enfants. Donc il ne suffit pas d'avoir des biens maintenant, mais ça c'est surtout pour la progéniture. Ok, voilà. Donc ça, au moins, le mérite d'être clair. Je vous promets que lorsque nous allons faire une émission actualité expliquée par rapport à cette histoire du général Kanyama, on y reviendra en tout cas avec force détail. Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose sur vous, qu'on a cité votre nom comme probable candidat à la présidence de la République. Où en est-on avec ce projet? Bon, nous avons un parti politique qui s'appelle Congrès pour la Renaissance du Congo, qui a fusionné avec la FABACO, un parti existant au Congo. Donc jusque-là, on est en train de voir le champ politique du pays. Nous savions déjà qu'on n'aurait pas des élections à temps, parce que ça se voyait, la CENI n'était pas financée comme il fallait. Donc on n'a pas été surpris qu'il n'y ait pas... Donc vous dites qu'il n'y aura pas élection, si je comprends très bien. C'est ça que j'avais compris, oui, c'est ça. Nous avions compris ça avant. Et nous étions vraiment malheureux quand on a vu la Cour suprême donner une certaine légitimité. Oui, une légitimité au pouvoir en place. Exactement, quoi, en disant que bon, le pouvoir pouvait continuer. Alors que la Constitution a en fait tout réglé. Parce que si on n'a pas organisé les élections, il y a quelqu'un qui a fait qu'on n'organise pas les élections. Ce n'est pas un fait sui generis, c'est quelque chose qui a été prévu. Et donc, c'est celui-là, en fait, qui est au pouvoir, qu'on dit, ben, pourquoi vous n'avez pas organisé les élections? Et la Constitution nous dit, dans le cas pareil, le président du Sénat, en principe, devait prendre le relève pour qu'en 180 jours, organiser les élections. Le problème, c'est que maintenant, on est arrivé à une situation de fait
Et on fait comme s'il n'y avait personne. Personne n'est coupable de ça, n'est responsable. Il y a bien un responsable, c'est lui qui n'a pas financé la CENI. Et donc, finalement, pour vous, concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pour moi, par là, je dis la Constitution nous dit que, bon, mais il doit y avoir vacances de pouvoir. Et ça, c'est tout à fait clair. Et quand il y a vacances de pouvoir, c'est le président du Sénat qui prend le relève. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé à Bruxelles, le conclave dont on a parlé. Donc là, on est en plein, parce que vous êtes président d'un parti politique. Le conclave a décidé, il nous semble, autre chose. C'est-à-dire que, bon, d'abord, respect de la Constitution, et entendre les gens après, s'il n'y a pas élection, eh bien, en ce moment-là, on va consacrer la vacance, mais ce ne sera plus la Constitution, comme vous le dites, mais ça sera un compromis politique. Alors, où vous situez-vous par rapport à cette nouvelle position des conclavistes? Oui, mais le compromis politique ne doit pas violer la Constitution. Notre Constitution est claire, et si on décide de la suivre, on doit la suivre jusqu'au bout. C'est-à-dire, on déclare vacances et le président du Sénat prend la relève pendant 180 jours. Et on essaye d'accélérer les choses et d'organiser les élections en 180 jours. Parce que le problème avec ce conclave, il est en dehors de la Constitution. Et bon, on peut dire, bon, mais c'est un espace politique. La politique est quelque chose de mouvant, pas statique. Mais c'est-à-dire, dès que vous commencez à sortir de la Constitution, il n'y a plus de limites. Parce que la transition que le conclave préconise peut durer 5, 6, 7 ans. Qu'est-ce qui vous dit qu'il va durer 180 jours comme la Constitution le prévoit? Donc, personnellement, je pense qu'il faut rester dans le strict logique de la Constitution. La Constitution, c'est un peu comme le Soleil avec toute la galaxie qu'il tient, quoi. Et dès que vous commencez à abandonner la Constitution, c'est petit à petit tous les systèmes que vous détruisez, quoi. Donc, pour moi, j'étais content que enfin l'opposition puisse se réunir, mais c'est pour défendre la Constitution. Voilà un peu mon point de vue là-dessus. Voilà pour défendre la Constitution, mais en même temps, bon, admettons, si on prenait même la logique de la Constitution, dans 120 jours après, mais peut-être que matériellement, techniquement, même dans 120 jours, on n'y arrivera pas, et ce qui nous amènera ipso facto peut-être vers aussi un compromis politique. Finalement, est-ce que vous ne trouvez pas qu'eux ont eu peut-être raison de pouvoir anticiper sur les différents problèmes qui pourraient arriver après? Oui, mais nous avons des institutions jusque-là. On a un Sénat, on a une Assemblée nationale. C'est des gens à qui nous avons remis la responsabilité de nous conduire. Et maintenant, on remarque qu'ils n'ont pas pu faire leur travail. Maintenant, c'est à eux de voir. Ce n'est pas un conclave en dehors de ces institutions qui doit décider de la manière qu'il faut faire quand on n'a pas rempli les tâches. Donc, personnellement, je crois que nous devons rester à l'intérieur de la Constitution. C'est-à-dire maintenant, l'Assemblée, le Sénat et la CENI doivent s'asseoir, dire voilà, nous ne pouvons pas le faire en 120 jours tel que la Constitution le dit. En tant qu'organe législatif, qu'est-ce qu'on doit faire? On demande à la CENI de nous dire en combien de temps cela peut se faire. Et donc, on a d'abord déjà réglé le cas de la présidence, c'est-à-dire c'est fini le 20 décembre. On a maintenant, le 19 pour être beaucoup plus précis. D'accord. On a maintenant l'organe qui doit conduire, normalement c'est le président du Sénat. Avec lui, avec l'Assemblée et la CENI, on décide maintenant de date. Combien de temps, en principe, cela va nous prendre? Et c'est là-dessus qu'on pourrait dire, voilà, les 120 jours prévus par la Constitution sont irréalistes, nous avons besoin de 2 ou 3 mois en plus. Et là, le consensus devait venir des gens que nous avons élus, de nos élus. C'est ça leur travail. Mais maintenant, ces élus-là, si on comprend très bien, parce qu'ils doivent tirer leur légitimité de la présidente de la République. Oui. Du moment où le président est caduc, disons-le comme ça, illégitime ou illégal à la limite, bon, il faut peut-être voir un peu dans les termes, c'est toutes les institutions en réalité qui sont dans ce cas-là illégitimes. Donc d'où ce Parlement tirerait encore la légitimité de pouvoir décider sur l'avenir de la nation. Oui, mais il y a le président du Sénat qui prend la relève. Donc, sur le cas de la présidence réglée, le président du Sénat prend la relève et légitime ces autres organes pour qu'ils décident, au-delà de 120 jours, qu'est-ce que nous faisons.
Donc, moi, je donnerais au président du Sénat toutes les latitudes, toute la légitimité qu'il faut pour donner, même aux élus du peuple, parce qu'ils restent élus du peuple. Ils ne sont pas élus des présidents. C'est ça la grande différence au Congo chez nous. On agit comme si on a été choisi par le parti, par le président. Non, on a été choisi par le peuple pour qu'il conduise le peuple vers un avenir meilleur. Et maintenant, on est devant un imbroglio, il doit prendre la décision. Mais la Constitution nous dit que c'est le président du Sénat qui prend la relève et c'est celui-là qui légitime tous les restes, en fait. Voilà. Alors voilà, je suis avec le professeur Patience Kabamba dans notre émission En toute vérité. Le président Kabila était dans le Katanga ou dans l'ex-Katanga. Il a promis des élections. Il vous a convaincu, je suppose. Enfin, nous attendons les 19. Nous attendons les 19 pour qu'ils nous disent, bon, les élections, il y en aura. Mais avant les 19, tels que prévus par la Constitution, ou après. Parce que je n'ai jamais douté qu'il y aurait des élections. Et on a deux questions. Est-ce qu'il y aura des élections? Donc vous ne pensez pas qu'il les organise avant les élections dans ce cas-là? Parce qu'il dit qu'il y aura élection, il appelle les gens à aller s'enrôler. Oui, mais il peut y avoir des élections dans 10 ans. Donc sa phrase est correcte si on a des élections dans 10 ans ou si on les a dans 2 ans. Mais le problème, c'est la Constitution. On ne doit pas violer la Constitution. Beaucoup de gens me disent que c'est irréaliste de vouloir revenir à la Constitution. Ce qui est irréaliste, c'est de ne pas trouver le responsable qui a fait qu'on n'ait pas des élections à temps. Il y a bien un responsable. Et la Constitution nous dit, si les élections ne sont pas organisées, le responsable n'a pas pu organiser les élections, donc il est incapable, et donc on va déclarer la vacance des pouvoirs. Oui. Voilà, donc la balle est lancée parce que la vacance, c'est aussi le gouvernement. Or, le gouvernement dépend du président de la République. Il ne va pas déclarer sa propre vacance. Donc, oui. Justement. Quand on sait surtout comment il fonctionne pour le moment, c'est ça aussi le problème. Oui, le problème, c'est qu'on est plus attaché à l'homme, à un homme, qu'aux institutions ou qu'au peuple. C'est ça un peu le grand problème. On a déifié, nous, l'idée du chef. C'est resté comme un dieu, quoi. Et on ne voit pas le peuple. On ne voit pas le peuple. C'est ça le vrai problème. Ils sont d'abord des élus du peuple. Même le gouvernement est investi pour conduire la nation, mais au nom du peuple. Alors, je disais, vous-même, vous réfléchissez sur une possible candidature à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Si on s'en tient à la Constitution, M. Kabila doit tenir son dernier discours du 30 juin, le 30 juin prochain. Si vous étiez à sa place, dans la situation actuelle, qu'est-ce que vous allez dire au peuple congolais? Personnellement, je crois que si le président Kabila veut rester dans l'histoire, et l'histoire positive du Congo, il doit nous dire, bon, voilà, j'ai fait mes 15 ans, ou les 2 mandats, et je suis à la fin de ces 2 mandats. Voilà ce que j'ai réalisé. Le Congo est uni. Quand je suis arrivé au pouvoir, il y avait 3 Congos, un dirigé par les RCD, l'autre dirigé par les MLC et le gouvernement. Aujourd'hui, il y a un seul Congo. Voilà la grande réalisation de l'unité. Et je voudrais laisser ce Congo aussi uni, en organisant des élections transparentes. Mais comme il fait que je ne peux pas organiser ces élections, vu le temps qui reste, je me retire et je laisse la place, comme la Constitution le dit, au président du Sénat, mais je veux me rassurer que ces élections doivent être transparentes, pour que les Congolais puissent choisir quelqu'un en qui ils demanderont des comptes s'il ne réussit pas à faire avancer ce pays. Voilà un peu le type de discours que moi j'attends. Donc un bilan positif, évidemment. Il y a eu des choses positives et des choses négatives, mais au moins, la plus grande chose qu'il peut faire aux Congolais, le plus grand don, c'est de leur laisser la possibilité, à temps, de choisir leurs propres dirigeants à qui ils demanderont des comptes dans le futur. Alors, connaissant la personne, vous vous dites peut-être que vous rêvez des bouts, non? Regarde, la présidence est une institution. Et une institution qui est là pour le bien du peuple. Ça peut être un rêve, mais ce que je dis, je pense que ça va vers la direction de ce que attend le peuple. Donc le président va seulement articuler ce que le peuple attend de lui.
c'est-à-dire lancer ce pays dans un système d'alternance politique qui aura l'avantage de faire élire ou de chasser quelqu'un qui n'accomplirait pas ses promesses électorales. Donc ça, c'est le meilleur cadeau, plus que les constructions des infrastructures. C'est relancer ce pays dans un processus démocratique qui a ses avantages au bout du terme, parce que les gens vont demander des comptes à celui qu'ils ont élu. Voilà. Espérons réellement qu'ils vous entendent et on n'est pas à l'abri, en tout cas, des surprises hein, dans la vie. Alors, je disais, vous êtes donc professeur d'anthropologie. Quand vous regardez un peu la République démocratique du Congo avec tous ces soubresauts, avec tout ce qui se passe, un peu l'attitude un peu, disons, coutumière face au pouvoir et ainsi de suite, vous vous dites finalement, qu'est-ce qui ne marche pas dans la tête du Congolais? Oui, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je me rappelle, dans la vie spirituelle, on parle de 3 dimensions de la vie. On parle de la longueur de la vie, c'est-à-dire le temps que vous restez en vie. On parle de la largeur de la vie, c'est-à-dire les relations que vous avez avec les autres. Mais la 3e dimension, et c'est là où je veux insister, c'est la dimension de la profondeur de la vie. La profondeur de la vie, ça signifie que vous allez au cœur même du problème. Ouais. Et cette analogie, on peut le transposer sur le plan politique congolais. La longueur de la vie, on peut l'identifier au désir actuel des élections. On aura des élections, on veut bien des élections. Les élections vont nous donner quelqu'un, mais est-ce que celui-là fera différemment de celui qui est là? C'est la question qu'on se pose. Étant donné que les structures resteront les mêmes, qu'est-ce qui nous dit que le nouveau président va agir autrement? Nous avons aujourd'hui de meilleures terres cultivables dans le monde entier, mais nous importons 70% de notre nourriture. Un paradoxe. Voilà. Est-ce que celui qui viendra après, il va changer ce paradoxe? Aussi longtemps que les institutions ou les structures resteront les mêmes. Donc, pour moi, ceux qui veulent les élections maintenant, ils ont raison, mais ils doivent aller plus loin. Alors, il y a une autre dimension de l'opposition congolaise, c'est celle que soutient Honoré Ngwanda. Honoré Ngwanda nous dit, nous sommes envahis par le Rwandais. Donc, les élections aujourd'hui... Ougandais aussi, les Burundais. Exactement. Les élections aujourd'hui ne serviront à rien aussi longtemps que l'envahisseur resterait. Donc, il faudrait faire partir d'abord l'envahisseur avant de penser aux élections. Donc, voilà une autre dimension. Maintenant, donc, pour Ngwanda, les élections... ce n'est pas important immédiatement, mais il faut d'abord faire partir l'envahisseur. Ça, c'est la 2e dimension. Il y a aussi les moyens de le faire partir, donc exactement. C'est toute question. Ouais. Maintenant, moi je me dis, il y a une 3e dimension à laquelle les Congolais ne réfléchissent pas beaucoup. On peut faire partir l'envahisseur, on a des élections, mais on restera toujours dans la même situation. Pourquoi? Parce que, en fait, notre pays, la République démocratique du Congo, a été conçu par le colonisateur ou Léopold II comme un espace extractif, un espace où on extrait les minéraux, comme une carrière où vous extrayez des minéraux. D'abord, on a commencé par le cuivre. D'abord, le cuivre non, est venu après. On avait le caoutchouc, le cuivre, l'uranium et maintenant le coltan. Donc, tout le monde se sert. Donc, voilà comment a été conçu. Donc, c'est une carrière. Et la manière d'organiser une carrière, vous avez un chef de carrière et vous utilisez la population de la carrière pour exploiter, pour extraire. Vous les envoyez dans les mines, ils extraient. Tout cela marchait bien jusqu'aux indépendances. Et après les indépendances, la même structure est restée. Sauf qu'on a changé seulement de chef de carrière. Donc, dans votre logique, un président de la République dans un pays comme la République démocratique du Congo n'est en réalité qu'un chef de carrière. Absolument, absolument. Donc, un chef de carrière à qui on remet des commissions et à qui on demande d'organiser l'extraction. Parce que nous adonnons maintenant, par exemple, ce sont les minéraux qu'on exploite, les coltans, l'uranium et tout le reste. Et avec ça, on affame les autres, on affame la population. Il n'y a pas assez de nourriture. Nous importons de la nourriture alors qu'on pouvait produire de la nourriture avec les terres que nous avons. Mais on ne peut pas produire la nourriture parce que nous ne sommes pas là pour nourrir notre population. On est là pour servir, pour voir la matière première aux pays qui en ont besoin, aux pays développés. Donc voilà, et cette structure est restée la même. Donc
dans une structure de carrière, vous ne pouvez pas avoir un espace politique. Ce n'est pas un espace politique. Ce que j'appelle espace politique, c'est un espace où les gens ont un consensus politique. C'est-à-dire, ils s'assoient et disent qu'est-ce que nous pouvons faire de nos enfants, de nos anciens, quel futur nous voulons pour notre pays. Et en fonction de cette question, on organise le pays. On peut dire, bon, mais nous avons besoin que nos enfants aillent dans de bonnes écoles, ça signifie qu'on doit former de bons enseignants. Pour former de bons enseignants, il faut bien les payer, mais où est-ce qu'on trouvera l'argent? On dit, bon, mais on fait de l'agriculture qui nous permettra de nous nourrir, qui nous permettra de vendre dans d'autres pays et avoir de l'argent pour construire de bonnes écoles. Donc, nous n'avons pas la souveraineté de la décision sur notre futur. Alors, mais finalement, le constat, vous l'avez fait. Comme par exemple, vous dites, Ngwanda a fait son constat, comme les autres ont fait également leur constat. Et chacun, dans son constat, devrait au moins prévoir les moyens d'atteindre ses objectifs, du moins par rapport au constat fait. Vous, comment, justement, vous voyez le fait d'arrêter cette façon-là d'être la République aujourd'hui, d'être une carrière, pour que ça soit réellement une terre qui appartienne aux populations congolaises et dont les richesses reviennent également à cette population. Oui, ça c'est là le problème. Parce que ce que nous avons, nous, en fait, nous ne l'utilisons pas pour nous. On ne mange pas les coltans, et ce sont les autres qui en ont besoin. Mais si nous décidons, on dit, bon, nous fermons toutes ces mines, nous investissons dans l'agriculture. Avec ce que nous allons produire dans l'agriculture, nous allons d'abord nourrir nos gens, nous allons les soigner et nous allons construire des écoles, mais des écoles qui répondraient aux besoins réels du pays. Est-ce que ce n'est pas une utopie de fermer les mines quand on sait qu'on n'a pas la puissance par rapport disons, aux Occidentaux, parce qu'il faut les citer? Oui, mais ils ne viendront pas creuser chez nous, hein. Ce n'est pas des Occidentaux qui creusent dans les mines. Quand vous allez... ils trouveront, parce qu'il vous souviendra, à l'époque, quand il n'y avait pas de main-d'œuvre dans le Katanga, ils sont allés chercher au Rwanda, ils sont allés chercher au Burundi. Si aujourd'hui on parle d'une certaine communauté qui pose des problèmes en République démocratique du Congo, mais entre autres, c'est parce qu'on les a fait venir. Donc, dans la même logique, on pourra toujours faire venir. Oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, on n'est plus dans le contexte où un gouvernement belge amènerait la main-d'œuvre rwandaise. On est dans un contexte où il y a une certaine prise de conscience du patriotisme congolais qui se dit, voilà, ce qui peut nous faire vivre, c'est pour que nous puissions rester en vie dans cette terre, il faut que nous puissions défendre nos valeurs économiques, nos valeurs politiques. Mais alors, pour défendre cela, nous pensons que, pour le moment, ce n'est pas le moment d'investir dans le mine. Parce que, regarde, les 10 dernières années, quand le Premier ministre Matata nous parlait de la croissance, mais c'est de la croissance qui venait du fait des mines. Des mines, parce que le prix des mines était assez élevé. Mais cette croissance n'avait aucune retombée sur la population congolaise parce qu'il n'y avait aucune infrastructure congolaise qui pouvait être sous-contractée par les grandes industries pour que l'argent retombe. Ce sont les Sud-Africains qui étaient sous-contractés pour faire des boulons ou d'autres choses dont les mines avaient besoin. Donc, nous n'avons pas bénéficié de cela, excepté par la propagande du gouvernement. Bon. Alors, ce que moi je propose, c'est ceci. On dit, bon, voilà, on arrête ça pour le moment, en attendant que nous puissions former des gens qui pourraient faire partie de l'exploitation et qui pourraient recevoir, recueillir tous les dividendes pour la population. Oui. Est-ce qu'on n'est pas dans un cercle vicieux? Parce que bon, aujourd'hui, les ressources, comme vous le dites, viennent des mines. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas peut-être que la solution soit dans la diversification de l'économie? C'est-à-dire du produit minier, on investit dans l'agriculture, on investit dans la pêche, on investit dans les écoles et ainsi de suite. Alors que maintenant, presque la grande partie va dans des poches des individus et peut-être aussi dans d'autres trucs, que de dire tout simplement, nous arrêtons. Mais si on arrête, où trouvera-t-on l'argent pour investir? Ok. Vous savez que la République démocratique du Congo a une quantité d'eau, je parle de l'eau seulement, qui est enviée partout dans le monde. Donc, on peut avoir des prêts de la banque ou d'autres banques commerciales pour investir dans l'eau
la distribution d'eau, l'électricité. Il y a des gens qui pourront mettre de l'argent parce qu'ils vont recevoir de l'électricité. Donc, il y a des domaines où on peut vraiment investir et le produit de cet investissement est utilisé et par la population et par ceux qui veulent acheter cela pour créer de devises. Le problème avec l'extraction minière, c'est qu'elle exclut la grosse partie de la population. Comme vous dites, tout l'argent va dans les poches des gens. Mais un investissement dans le domaine de l'eau, de l'électricité, où les gens utiliseraient l'énergie pour forger d'autres types de manufactures, là, ça sera plus équitablement distribué. Évidemment, c'est vrai, c'est ce que vous dites. Maintenant, on se dit, mais tout l'argent vient des mines. Si on arrête les mines, on n'aura pas d'argent pour investir. Mais le jour qu'on arrêtera les mines, notre réflexion, notre cerveau va se dire, bon, mais où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on voudrait maintenant. Donc, c'est devenu plus facile. Le problème des mines, c'est qu'ils vous donnent de l'argent facile. Et l'argent facile va dans les poches des gens. Parce que les gens survivent. La question, est-ce que ce n'est pas aussi le problème de l'homme congolais? Parce que, vous savez, les mines, il y en a partout. Hein. Je suivais l'autre fois un documentaire sur le Botswana. C'est un tout petit pays qui n'a que le diamant. Oui. Mais vous êtes en train de voir ce que le Botswana est en train de faire avec le diamant. Tout récemment, on avait l'Angola qui n'avait le pétrole, peut-être aussi le diamant, malgré qu'il y a la crise. Mais quand vous allez au moins en Angola, il y a aussi la corruption comme au Congo. Mais on sent quand même qu'il y a une évolution en termes des infrastructures et ainsi de suite. Dernièrement, j'étais en Guinée équatoriale, c'est aussi la dictature, il faut le dire. Ils n'ont que le pétrole. On me dit d'ailleurs qu'il n'y a que 15 ans qu'ils ont découvert, enfin qu'ils ont commencé à l'exploiter. Mais quand vous allez, vous sentez qu'il y a la différence. Est-ce que là, ce n'est pas le problème de l'homme congolais qui, avec le peu de ressources qu'il a, ou qu'il peut mettre entre les mains, n'arrive pas à se doter un peu de cette vision vis-à-vis de ses compatriotes et vis-à-vis de son pays? Oui, mais c'est ça que je disais. Le problème du Congo, c'est que nous vivons le Congo tel qu'il avait été conçu. Le Congo appartenait au roi Léopold II. Et aujourd'hui, le président se considère un peu comme l'héritier du roi. Donc, c'est sa possession personnelle. Et cette dimension est restée. Et cette dimension ne partira que le jour où on se dira, mais non, on n'est pas cette mine ouverte qui appartient à quelqu'un. On est un pays qui voudrait voir l'avenir de ses enfants radieux. C'est ça un peu la conception. Parce que maintenant, jusqu'aujourd'hui, pour moi, Kabila se considère un peu comme propriétaire du Congo, comme le considérait Léopold II à l'époque. Ça n'a pas de différence. Surtout qu'il est venu par des armes, il considère, voilà, ça c'est pas moi qui le dis, par exemple, Franck Diongo estime que, voilà, il a une conception militaire. Je suis arrivé par les armes, je ne peux partir que par les armes. Oui, ça c'est la conséquence, ça c'est la suite. Mais ce que je dis, c'est un peu plus profond que cela. N'importe qui sera au Congo, avec les structures que nous avons actuellement, ce sont des structures qui promeuvent un Léopold II congolais, de couleur noire, qui est propriétaire, qui se croit propriétaire de tout le pays. Regarde, au niveau de la justice seulement. La justice, normalement, c'est un domaine qui devait être indépendant. Mais qu'est-ce qu'on remarque? La justice est inféodée aux politiques. Les législateurs, ils votent selon les directives qui viennent de la présidence. Donc, finalement, on est revenu au système où c'est le seul individu qui dirige tout le pays, qui possède le pays. Donc, c'est là où je dis que, en fait, cette mentalité provient des structures qu'on a. Quand quelqu'un veut aller au Congo, faire quelque chose, s'il s'adresse au président et que le président disait oui, tout le reste est plus facile. Donc c'est un peu la propriété d'un individu. Donc tout ce qu'on fait, judiciaire, législatif, c'est de la mascarade. Parce qu'au fond, qui a le pouvoir, c'est une seule personne qui se considère comme propriétaire. Et ça, c'est resté profondément dans la mentalité congolaise. Alors comment faire pour changer les choses? C'est ça la vraie question. Quelles sont vos pistes? On court vers la fin de cette émission déjà. Quelles sont vos pistes de solutions pour ne fût-ce que commencer à changer cet état d'esprit que nous avons tous? Peut-être que vous aussi, en tant que présidentiable de demain, vous êtes au pouvoir, vous aurez peut-être la même attitude. Mais avec les structures qui sont en place, tout celui qui sera là agira exactement de la même manière.
Donc il faut finalement changer les structures. Exactement. C'est les structures. À la place, qu'est-ce que vous proposez comme structure? Voilà moi ce que je dis. Avant les élections, le prétendant au pouvoir doit faire une promesse aux gens, à la population. Il dit, voilà ce que je vais faire. Voilà comment je vais le faire. Et si je ne le fais pas, voilà comment vous avez le pouvoir de me faire partir. Mais ils disent toujours ça, hein, je suis désolé. Mais souvent, quand ils viennent, ils disent toujours ça. Oui, mais ça doit être un deal. Je me souviens du président Kabila qui avait dit, mais voilà, après, il va partir, il a donné sa parole d'officier. Ouais. Il dit, je suis officier, je donne ma parole d'officier, après je vais partir. Mais là... Oui, entre dire je vais partir et comment vous allez me faire partir, c'est vrai, quand on est... Une fois qu'on est au pouvoir, hein, c'est difficile d'en partir. Mais justement, ces problèmes doivent être réglés avant que les gens ne viennent au pouvoir. Parce qu'en fait, Obama pouvait rester. C'était un des meilleurs présidents. Les deux candidats qui viennent après lui. Mais les gens vont devoir répondre, mais dans la conscience congolaise, c'est réglé. Oui. Réglé, oui. Même verrouillé même. Et regardez ce qui se passe. Exactement. C'est quand nous donnons la primauté. Et même ce que la population doit faire dans ce cas-là, c'est réglé dans la Constitution. On va vous parler de l'article 64, par exemple. Oui, mais justement, il faut maintenant donner à la population le moyen de le faire. Moi, je vois ça de plus loin. Tout ce que nous devenons, nous l'acquérons par l'éducation que nous avons. Et donc, pour moi, c'est à partir de l'éducation, de la formation, que nous donnons à nos jeunes, à nos enfants, que nous pourrons atteindre ce niveau-là. Comment est-ce que je vois ça? Regardez, lorsque vous partez de l'école primaire jusqu'à l'université, vous avez fait des bonnes écoles, une bonne école primaire, bonne école secondaire, une bonne université, et vous terminez. Personnellement, mon expérience est que si je rentre à Kasongolunda chez moi, je me sens étranger, avec tout le bagage que j'ai reçu. Si je viens à Paris, je me sens à la maison. Je me sens très à l'aise. Donc, c'est une formation qui vous déracine. Alors que la formation devait vous enraciner dans vos valeurs, connaître la faune, la flore, le sol, le sous-sol, et proposer des transformations pour votre pays. Et donc, le jour qu'on va renverser ces systèmes de formation, ce jour-là, on formerait des compatriotes, des nationalistes véritables au Congo. Et donc, ça signifie que le contenu des écoles primaires, le contenu, j'ai dit des contenus, c'est que les enfants étudient à l'école primaire. Ces intelligences fraîches doivent être exposées à ce que nous avons. Donc, à la fin adaptées aux réalités de notre pays. Exactement, exactement. À la fin de l'école secondaire, l'étudiant ou l'élève doit être capable de dire, voilà là où je vis, comment se composer. Voilà les types de transformations qu'on peut y apporter. Et comment... Donc, c'est une formation qui vous attache réellement au pays. Parce que ce que nous avons maintenant, c'est une formation qui nous rend capable de vivre en Belgique, qui nous rend capable de vivre aux États-Unis, qui nous rend capable de vivre à Paris. Ce n'est pas une formation qui nous rend capable de vivre à Kasumbalesa ou à Kasangolunda ou à Mawanga. C'est très très profond. Voilà, c'est par ces mots, je pense que nous allons mettre un terme à cette tranche d'émission en toute vérité avec le professeur Patience Kabamba. Mais un dernier mot, je vous disais, logiquement, ça devait être le dernier 30 juin pour le président Kabila. Je vous ai demandé si vous étiez à sa place, que diriez-vous à la population? Mais vous maintenant, vous regardez la caméra, qu'est-ce que vous lui dites? À la population? Non, au président Kabila par rapport à la situation actuelle. Ah ben, le président Kabila va rester dans l'histoire si... Non, dites-le lui. Vous le regardez là-bas, vous lui dites, président, je vous vois, voilà mon message. Ben, voilà mon message au président Kabila. Vous resterez dans l'histoire du Congo si vous lui permettez, vous permettez à ce pays d'entamer un processus démocratique, d'alternance. Évidemment, l'alternance en soi n'est pas la fin, mais l'alternance permet aux gens d'être attentifs à ce qu'ils font, c'est-à-dire d'être prêts au jugement de la population. Donc, personne avant vous ne l'a fait, et si vous inaugurez ce moment d'alternance démocratique, le Congo se souviendra de vous comme d'un grand leader. Et c'est ça la trace que vous devez laisser dans l'histoire. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Kabamba. Voilà, le message a été court et je pense concis, en espérant qu'il sera en tout cas entendu. Merci en tout cas d'être venu nous voir. Merci également à vous tous de nous avoir suivis dans cette émission En toute vérité. Je vous retrouve lors d'une prochaine intervention. Et d'ici là, portez-vous très très bien. Peace and love, frères. Ainsi soit-il. Et ce qui est dit est dit. Salutations quand même à celle qui nous a assisté aujourd'hui, Madame Umakile Malumalu. Au revoir.